je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on avait vu que pour faire de l'algèbre homologique en caractéristique 1, donc on s'intéressait à ce qui correspond vraiment à Cartan-Ellenberg et même simplement regarder le cas le plus simple. Donc c'était la catégorie des B-modules et on avait vu que c'était naturel de considérer des paires de morphismes. Donc ça avait donné la catégorie B-mode 2. Après, on avait identifié cette catégorie B-mode 2 comme la catégorie de Claeys-Lie pour une comonade. Et on avait vu que c'était très naturel à ce moment-là de passer à une catégorie dans laquelle il n'y avait plus les problèmes qu'il y avait dans B-mode 2, qui étaient les problèmes de non-existence de quotient ou du fait que donc on avait un foncteur qui n'était pas représentable, on n'avait pas la factorisation en mono et pi, etc. Et tout ça, c'était réparé par la catégorie B-mode S, qui n'est autre que la catégorie des B-modules avec une involution, et qui était la catégorie d'Eilenberg-Moore pour la comonade. Donc on avait vu tout ce procédé, et on avait commencé à faire un petit peu d'algèbre homologique avec cette catégorie, B-mode S. Mais bien sûr, il n'y a rien de perdu en se baladant sur la première ligne. Et en fait, donc, comme je l'avais expliqué la dernière fois, l'énorme avantage maintenant, c'est que dans la catégorie B-mode S, on va pouvoir se raccrocher à une théorie qui existe déjà et qui a été développée par Marco Grandis, et donc qui correspond à un livre qui a été publié en 2013, qui développe, alors le titre du livre c'est Homological Algebra, mais il y a beaucoup de livres qui s'appellent comme ça, mais celui-là, donc, il s'intéresse à l'aspect de l'algèbre homologique, comme il dit, in strongly non-abelian settings, donc dans des cadres vraiment très, très non-abéliens. Et donc, Grandis a, motivé par la topologie, en fait, motivé par le fait que, lorsqu'on regarde le pi1 ou le pi0, ce n'est plus du tout des groupes abéliens, pour des espaces topologiques, ce qui se passe pour des couples formés d'un espace et d'un sous-espace, etc. Donc il a développé toute une théorie et il a dégagé une notion qu'il appelle une notion de catégorie homologique dans son livre. Et il se fait que la catégorie B-mode S va tomber avec la notion de morphisme nul, on va voir, elle tombe exactement dans le cadre de Grandis. Donc c'est ça quand on a trouvé ça avec Katia Consani, donc on était très contents parce qu'on aurait dû autrement redévelopper tout un tas de sorites, et ça c'est toujours embêtant. Je veux dire, bon, c'est pas que c'est pas faisable, mais disons que ça nous a évité un travail qui aurait pu durer facilement pendant 1 an. Donc ce que définit Grandis, il définit une catégorie homologique. Alors c'est une catégorie, il n'y a pas du tout de structure additive ou quoi que ce soit, donc dans ce livre. Donc c'est une catégorie, mais c'est une catégorie, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un idéal fermé tout de suite, mais elle est dotée d'un idéal fermé. Et cet idéal fermé, en gros, c'est l'idéal des morphismes négligeables ou des objets négligeables. Un objet est négligeable quand l'identité est un morphisme négligeable. Bon. Alors dans notre cas, on voit bien que les objets négligeables, ça doit être les objets qui sont fixes par sigma, par l'involution. Et donc on verra que... pourquoi? Parce que l'involution, telle qu'elle avait été introduite d'abord, je veux dire, la manière la plus simple, j'avais expliqué la dernière fois en grand détail comment elle avait été introduite il y a très longtemps, en fait, dans la thèse de Gobert. Elle avait été introduite, l'involution, comme un remplacement du signe moins. Donc les éléments qui vérifient que sigma de x est égal à x, ils sont considérés comme nuls. Et bon, donc c'est pareil pour les morphismes. Donc c'est ça qui va remplacer la notion de l'idéal fermé, si vous voulez. Donc c'est une catégorie avec un idéal fermé, première condition. La deuxième condition, il faut que tout élément, tout morphisme de A dans B ait un noyau et un conoyau. Et le noyau et le conoyau sont définis par rapport à l'idéal fermé. On va voir tout de suite la définition. Alors, quand il considère une catégorie qui vérifie ses axiomes EX0, EX1, il appelle ça une catégorie semi-exacte. Et après, bien sûr, les axiomes deviennent de plus en plus délicats.
Donc, il y a l'axiome EX2. L'axiome EX2, en fait, ce qu'on appelle les sous-objets normaux, dans le cas de la catégorie des groupes non abéliens, ça serait les sous-groupes normaux au sens ordinaire. Et on voit bien que l'axiome EX2 ne serait pas vérifié, par exemple, par cette catégorie, puisque ce qu'on demande, c'est que les monomorphismes normaux soient stables par composition. Ça reviendrait à dire que si je regarde un sous-groupe normal d'un sous-groupe normal, il est encore normal. Et ça, ce n'est pas vrai. Donc, ce sera délicat à vérifier. Et ça doit être pareil pour les épimorphismes normaux, qui doivent être stables par composition. Donc, cet axiome, il est déjà plus compliqué. Et alors, l'axiome central, qui est vraiment crucial, et je vais expliquer pourquoi il est crucial, c'est l'axiome des sous-quotients. C'est-à-dire, c'est l'axiome qui dit que quand on prend un monomorphisme normal, et en fait, il contient le noyau d'un autre morphisme, eh bien, la composition avec ce sous-objet, c'est un morphisme exact. Je définirai ce que c'est qu'un morphisme exact. La définition est la même que dans les catégories abéliennes, quand on a la notion de noyau et de conoyau. Donc, ce sera la même définition. Mais la raison pour laquelle ça, c'est crucial, c'est que ça va permettre de parler des sous-quotients. Et les sous-quotients sont partout denses quand on fait la théorie homologique. Donc, on n'a pas le choix. Et d'autre part, c'est exactement cette condition que Cullen utilise pour faire la construction Q dans les catégories exactes. Donc, on voit que c'est... Alors, donc, Grandis a extrait ces axiomes-là. Après, il a développé sa théorie en utilisant d'autres choses, etc. Mais il a appelé ça catégorie homologique. Donc, c'est vraiment remarquable que la catégorie à laquelle on arrive naturellement soit une catégorie homologique. Donc, le théorème qu'on a démontré donc avec Athias, c'est le suivant. C'est que le couple qui est donné par la catégorie B mod S est l'idéal des morphismes nuls. Donc, un morphisme nul, c'est un morphisme qui est tel que f de x est égal à moins f de x, donc f de x est égal à sigma de f de x pour tout x, c'est une catégorie homologique. Donc, alors on va voir un petit peu en détail, parce qu'évidemment ce résultat il permet de se raccrocher à quelque chose, donc il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, la première chose qu'il faut que je vous explique, c'est qu'est-ce que c'est qu'un idéal fermé. Donc, dans une catégorie, un idéal fermé, ben, c'est évidemment un idéal au sens où si vous prenez un morphisme qui est dans l'idéal et vous le composez soit à gauche, soit à droite, il continue à être dans l'idéal. Alors c'est vrai dans notre cas, parce que les morphismes, ils préservent sigma. Donc si vous avez que sigma de f de x est égal à f de x, la même chose va être vraie quand vous composez avec g, et la même chose va être vraie quand vous composez avec h de l'autre côté. Donc tout ça, c'est évident. Hein. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que l'idéal est fermé. Alors dire que l'idéal est fermé, ça veut dire qu'en fait, il est engendré par ces objets nuls. Donc ça veut dire que si je prends un morphisme qui est nul, en fait, il se factorise à travers un objet nul. Mais si vous prenez un morphisme qui vérifie que sigma de f de x est égal à f de x quel que soit x, ben il est clair que en fait, il se factorise à travers les points fixes de B sigma. Donc il se factorise à travers B sigma. Mais en fait, il se factorise aussi à travers A sigma. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous avez ça c'est aussi égal à f de sigma de x. Voilà. Et donc, en fait, f de x est égal à f de p de x, où p de x, c'est égal à x plus sigma de x. Et ça vous donne la projection sur les points fixes. Donc, en fait, il se factorise soit à gauche, soit à droite, comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Donc, on a bien affaire à un idéal fermé. Ça, ce n'est pas difficile. Alors maintenant, qu'en est-il du noyau? Alors les axiomes de Grandis, donc pour le noyau, comment est-ce qu'il définit un noyau dans ce cadre-là? Il définit un noyau par la condition que c'est un morphisme qui est tel que quand on le compose à droite avec f, on obtient quelque chose qui est nul, c'est-à-dire qui est dans l'idéal, et que si on prend quelque chose dont le composé avec f est nul, alors ça se factorise de manière unique, c'est important de dire que ça se factorise de manière unique, à travers le noyau. Vous voyez, le fait que ça se factorise de manière unique, ça vous dit qu'en fait, le noyau, c'est toujours un monomorphisme. Donc, en fait, on y pense toujours comme un sous-objet. Et quand on y pense comme un sous-objet, il devient unique. Donc, c'est important d'avoir l'unicité. De même, pour le conoyau, on dualise simplement cette définition.
Alors, on avait déjà vu avant, dans la fois précédente, on avait vu la définition du noyau concrète et du conoyau. Alors, ces définitions, c'était que le noyau, c'était simplement l'image inverse des points fixes. Donc, le noyau de F, c'est l'image inverse des points fixes. Et le conoyau, c'était le quotient de B par une relation d'équivalence convenable. Donc, il faut qu'on vérifie que ça correspond bien à la définition abstraite de grand 10. Alors, la première chose qui est évidente, c'est que si vous prenez le noyau et si vous appliquez F au noyau, évidemment, ça va taper dans les points fixes pour sigma par définition. Donc, vous voyez bien que la première condition, qui était la condition que F composé avec le noyau soit nul, elle est vraie. Maintenant, quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, c'est que si vous prenez quelque chose dont le composé avec F est nul, alors on doit pouvoir le factoriser. Mais qu'est-ce qui se produit? Si vous prenez quelque chose dont le composé avec F est nul, donc si vous avez F rond H qui appartient à N, bien, ça veut bien dire que tout élément dans l'image de H, il va taper dans l'image inverse par F de B sigma, donc dans le noyau. Et à ce moment-là, vous avez la factorisation, elle est unique. D'abord, ça tape dans le noyau, et puis la factorisation, elle est unique, puisque c'est des applications, il y a une flèche d'oubli vers les ensembles, donc on a bien l'unicité. Donc le noyau qui est défini tel qu'il est donné ici, c'est bien le noyau catégorique au sens de grand 10, donc on a existence des noyaux. Alors, existence du conoyau, ce n'est pas plus difficile, au sens où on avait vu la définition concrète du conoyau. La définition concrète, c'était simplement qu'on divise B, l'image, par une relation d'équivalence. Et cette relation d'équivalence, elle est définie simplement par l'égalité pour tous les morphismes qui sont tels que leur noyau contiennent l'image de F. Mais cette condition, dire que le noyau contient l'image de F, ça revient à dire exactement que H composé avec F est nul. Donc vous voyez que c'est tautologique, qu'on a bien la factorisation, à nouveau parce qu'on est dans les ensembles. Donc on a à nouveau la factorisation. Donc il n'y a pas de difficulté, ça c'est une vérification niveau 0. Donc l'axiome EX0, qui est qu'on a un idéal fermé, on l'a vu, et l'axiome EX1, qui dit qu'on a des noyaux et conoyaux, ça va tout seul. Bon, alors pour aller plus loin, maintenant, il faut qu'on s'attaque à l'axiome EX2, c'est-à-dire la stabilité des noyaux par composition. Donc, en gros, il faut qu'on vérifie qu'un sous-objet normal d'un objet normal est encore normal. Alors pour ça, on va utiliser, c'est pour ça que je mets ce lemme, on va utiliser le lemme suivant. Donc le lemme, il va nous dire que chaque fois qu'on a un sous-objet normal d'un objet, en fait, pour l'écrire comme un sous-objet normal, d'habitude, on l'écrit comme un noyau. Donc on écrit A égale le noyau d'une application, je ne sais pas, psi par exemple. Mais ce que va dire le lemme, c'est qu'en fait, on peut choisir l'application psi de telle sorte que son codomaine soit injectif, soit un objet injectif de B mod S. Alors, on avait déjà vu, dans le cas de B mod, quels étaient les objets injectifs et les objets projectifs. On avait vu, par exemple, que pour les objets finis, c'était équivalent d'être injectif et projectif, etc., etc. Donc ici, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un petit exercice de voir que pour un objet de B mod S, dire qu'il est injectif, c'est exactement la même chose que de dire que l'objet de B mod sous-jacent est injectif. Ça vient du fait que quand vous avez une flèche, vous pouvez toujours la remplacer par une flèche qui commute avec sigma en prenant f de x plus sigma de f de x, donc sigma de f de sigma de x. Donc tout ça, ça va tout seul. OK, donc ça, je ne vais pas le faire, je ne vais pas l'expliquer en détail. Mais ce qui est important, donc, c'est de savoir ça, c'est de savoir que quand on veut savoir si un objet est un noyau, en fait, on peut s'arranger pour que le codomaine de l'application qui montre que c'est un noyau soit un objet injectif. Alors, bon, donc, ceci étant, comment on va utiliser ça? Bon, on va utiliser ça pour démontrer qu'un sous-objet normal d'un objet normal est normal. Donc la stabilité des monomorphismes normaux, ça c'est l'axiome X2. Donc on prend A inclus dans B et B inclus dans C qui sont normaux. Alors comme on l'a vu, dans le cas des groupes, ça ne marcherait pas. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc ce qui se produit, c'est qu'il existe un phi qui va de B dans B' avec B' injectif et avec A égale ker phi. Et B' injectif.
Donc maintenant, comme B inclus dans C est normal aussi, il existe un morphisme qui va de C vers un C', mais je me fiche de savoir ce que vaut C', je n'ai pas besoin de savoir qu'il est injectif, et qui est tel que B soit le noyau de F. Alors, bon, ceci étant, il est très facile de fabriquer un morphisme qui maintenant va de C dans le produit de B' par C', et simplement, il a deux composantes. Un morphisme qui va dans un produit, c'est donné par deux morphismes. Il y a un morphisme psi qui va dans B' et un morphisme F qui va dans C'. Le F, on le connaît déjà. Et le psi, on l'obtient par extension du phi, puisque B' était injectif. Donc on prolonge simplement le phi en un morphisme vers B', puisque B' est injectif. D'accord ? Alors vous voyez bien ce qui se produit maintenant. Si je prends le noyau de ce morphisme produit, ça va être l'intersection des noyaux de chacune des composantes. Comme c'est l'intersection des noyaux de chacune des composantes, il va être déjà contenu dans le terme médian, puisque B, c'est le noyau de F. Donc il va être contenu dans B, mais dans B, comme on a étendu, peu importe la manière dont on l'a étendu, comme on a étendu l'application phi, le noyau, il ne va pas changer, puisqu'on est dans B. Donc on voit bien que ça marche. Okay. Alors vous voyez, ça ne marcherait pas pour les groupes non commutatifs, parce que vous ne pourriez pas étendre le premier morphisme de telle sorte que ça soit vrai. Ok, donc ça va bien pour la stabilité des monomorphismes normaux. Alors oui, bien sûr, un monomorphisme normal, donc c'est un noyau. Hein. Alors maintenant, la stabilité des épimorphismes normaux, c'est un tout petit peu différent. Ce n'est pas la même chose qu'on va utiliser. Il faut faire un tout petit peu attention, mais comme le type de raisonnement qu'on va faire là, on va l'utiliser 100 fois, je vais quand même le faire assez vite. Je vais le faire à une vitesse telle qu'on ne peut pas vraiment suivre, mais bon, on voit de quoi il retourne. D'accord ? Alors, parce que si j'essaye de le faire lentement, je veux dire, d'abord je ne vais pas y arriver, puis ensuite on va prendre un retard énorme, donc ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Vous voyez, on prend deux morphismes, alpha et bêta, et on veut démontrer que bêta rond alpha, c'est un épimorphisme normal, c'est-à-dire c'est un conoyau. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut démontrer que la relation d'égalité, quand on applique la composition de bêta avec alpha, c'est la même que la relation qui dit que f de A est égal à f de B, quel que soit f, allant dans n'importe où, mais qui est telle que son noyau contienne le noyau de bêta composé à alpha. Vous voyez, ce n'est pas assez d'être un quotient, bien sûr. Il faut que ce soit le quotient qui corresponde, il faut que ce soit le plus petit quotient qui corresponde au noyau, pour être le conoyau. Donc, on prend tous les f possibles, on prend tous les f possibles dont le noyau contient le noyau de bêta composé avec alpha. Alors, il faut qu'on contrôle ces f. Mais vous voyez bien que quand vous avez le noyau de f qui contient le noyau de bêta composé avec alpha, en particulier, le noyau de f va contenir le noyau de alpha. Bien sûr. Comme le noyau de f contient le noyau de alpha et que alpha c'était un conoyau, on va pouvoir factoriser un tel f, vous voyez, comme alpha est normal, on va pouvoir factoriser un tel f en psi composé avec alpha. Ça, c'était la définition du conoyau. Mais alors maintenant, le psi en question, bon, ça prend 3 secondes de réflexion, de démontrer que le psi en question, il doit contenir le noyau de bêta. Parce que le noyau de f, il contenait le noyau du composé. Donc en fait, c'est la surjectivité de alpha qui vous donne ça. Donc ce que vous avez, c'est que le noyau de psi contient le noyau de bêta. Donc en fait, la condition que le noyau de f contienne le noyau de bêta composé avec alpha, elle équivaut à dire qu'il existe une factorisation de f de telle sorte que le psi en question contienne le noyau de bêta. Alors maintenant, vous utilisez le fait que bêta est normal, et les éléments qui contiennent le noyau de bêta, on les contrôle parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le fait que, en explicitant ce que c'est que le fait que bêta est un conoyau, en l'appliquant aux éléments alpha de A et alpha de B, on voit que bêta de alpha de A est égal à bêta de alpha de B. C'est équivalent à dire que pour tout psi, tel que le noyau de psi contient le noyau de bêta, on a psi de alpha de A égale psi de alpha de B. Vous voyez, le alpha, il a disparu là. Je pourrais appeler cet élément X et cet élément Y, et c'est un énoncé qui reste parfaitement vrai.
Donc, une fois qu'on est là, on a terminé, puisque ça démontre exactement ce qu'on voulait à cause de cette identification. Ça démontre que bêta composé avec alpha est bien un conoyau. Donc, vous voyez, c'est pas, je vais dire, quand je dis que je ne pouvais pas le faire, je viens de le faire, mais je l'ai fait un peu vite. Okay. Donc, voilà. Donc, ça démontre l'axiome EX2. Ça démontre l'axiome EX2. L'axiome EX2, c'était la stabilité des monomorphismes normaux et des épimorphismes normaux par composition. Mais on n'est pas encore là, on n'est pas encore avec les axiomes complets, puisqu'il nous faut l'axiome des sous-quotients. Bon. Alors, pour comprendre l'axiome des sous-quotients, il faut comprendre ce que c'est qu'un morphisme exact. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme exact? C'est intéressant, je fais juste une petite parenthèse là. C'est intéressant au niveau de la terminologie parce que si on regarde les lettres entre serre et grothendieck, il y a une discussion à un moment donné parce que lorsqu'on fait des opérateurs, c'est pas vrai, lorsqu'on regarde des opérateurs continus, même dans un Hilbert, que tout morphisme est exact. Et dans Bourbaki, on appelle ça morphisme strict. Mais dans le dialogue entre Serre et Grothendieck, il y a Serre qui explique à Grothendieck que normalement, au début, Bourbaki avait la terminologie homomorphisme pour les morphismes stricts. Et que ce n'est qu'après que la notion d'homomorphisme a été complètement dépourvue de sens, c'est-à-dire qu'elle est devenue équivalente à la notion de morphisme en général. D'accord ? C'est amusant à savoir. Donc, quelle est la notion catégorique? En fait, c'est exactement la même notion. On peut, grâce aux premiers axiomes, formuler ce que c'est que l'exactitude d'une flèche. Alors, l'exactitude d'une flèche, ça revient à dire quoi? La flèche, elle a un noyau. Donc, comme elle a un noyau, en fait, par définition, elle va se factoriser à travers le conoyau du noyau. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la coimage. Donc, la coimage, c'est le conoyau du noyau d'une flèche. Bon. De même, la flèche, elle va avoir ce qu'on appelle une image, et son image, c'est le noyau de son conoyau. Donc, on a un conoyau de F, et par construction, la flèche, ça c'est vrai, dans une catégorie semi-exacte, la flèche F se factorise en une flèche F tilde qui va automatiquement de la coimage vers l'image. Et un des axiomes des catégories abéliennes, c'est que cette flèche F tilde, c'est un isomorphisme. En général, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour un tas de catégories intéressantes. Et c'est ce qui rend les catégories de Quillen très, très importantes, justement, parce que c'est des raffinements là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de prendre une définition. Donc, on dit que le morphisme est exact si la flèche F tilde est un isomorphisme. D'accord ? Alors, bon, il y a un tas d'exemples où ce n'est pas vrai. Hein. Si vous prenez, par exemple, un sous-objet qui n'est pas normal, l'inclusion du sous-objet dans le grand objet ne va pas être exacte. Ça se vérifie tout de suite. En fait, c'est si et seulement si. Donc, on a cette définition de ce que c'est qu'un morphisme exact. Et donc, l'axiome de Grandis, l'axiome des sous-quotients, qui est l'axiome délicat, c'est celui qui dit que si vous prenez donc, la restriction d'un morphisme quotient, c'est-à-dire d'un conoyau, à un sous-objet normal d'un objet, eh bien, le morphisme correspondant est exact. Donc, le morphisme qui est le quotient composé avec le sous-objet est exact. Bon. Alors, quotient composé avec le sous-objet, c'est le côté difficile. Le côté facile, et on va voir tout de suite pourquoi, c'est le côté inverse, c'est-à-dire monomorphisme composé avec épimorphisme. Donc, ça, c'est la définition de morphisme exact. Et il y a un lemme, donc, c'est celui qui dit que si vous prenez un monomorphisme composé avec un épimorphisme, ça, c'est toujours exact. Alors, ça vient d'où, ça? Si vous voulez, dans n'importe quelle catégorie, c'est ça le sens naturel d'une décomposition. C'est-à-dire, on prend un morphisme, il y a toujours d'abord un quotient et ensuite une injection dans l'image. Donc, ça, c'est la direction naturelle. Alors, comment vous faites pour démontrer ça? À nouveau, c'est un exo. En fait, si vous avez cette factorisation à travers un C, à travers un épimorphisme normal et un monomorphisme normal, vous démontrez d'abord que C, c'est le conoyau du noyau. Bon, ça prend 3 lignes. Vous démontrez de même que C, c'est le noyau du conoyau, c'est donc l'image. Et la factorisation de F en K composé avec H,
c'est en fait exactement la factorisation qui est ici. Donc sur C, vous avez l'identité. Donc ça, ce n'est pas difficile. C'est naturel, c'est complètement naturel, parce que ce que vous faites, c'est que vous prenez la composition dans le bon sens de deux flèches qui sont exactes. Et dans le bon sens, ça marche très bien. L'axiome de Grandis, c'est que si on le fait dans l'autre sens, ça va continuer à marcher, ça va continuer à être exact. Ça, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens donc, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? Donc, c'est le sous-quotient, c'est l'axiome 3. Donc, on prend un monomorphisme normal et on prend un quotient. Bon. Et donc, dans le A qui est ici, on a un sous-objet normal. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut regarder la composition du quotient avec l'inclusion du sous-objet normal. Donc ça, c'est normal. Et bon, la première chose, évidemment, c'est que comme il est normal, celui-là, dans A, on peut l'écrire comme un noyau. Donc il y a bien une flèche qui va de A dans quelque chose d'autre, de telle sorte que M soit le noyau de F. Bon. Alors, donc maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est on voudrait voir ce qui arrive à M quand on le pousse par l'application quotient. Donc l'application quotient, c'est le noyau de son conoyau, bien sûr. Et comme le noyau de F contient le noyau de Q par construction, puisqu'on n'a que M est supérieur ou égal au noyau de Q, d'accord, automatiquement, du fait qu'on a un quotient, on a le fait qu'on a une factorisation, puisque par définition du conoyau, on a ça. Alors, donc le F, il va vérifier cette propriété, puisqu'on a bien que ker F est contenu dans... ker Q est contenu dans ker F. D'accord? Donc on a bien ça avec F ici. Comme on a ça avec F, on peut factoriser F en phi rond Q. Donc, où phi, c'est un morphisme vers C, toujours. Et donc, on a bien que, à nouveau, le noyau de F, c'est simplement l'image inverse par Q à cause de la surjectivité du noyau de phi. Donc, on a quelque chose dans l'objet en question. On a un sous-objet. Donc on a un sous-objet S qui est le noyau de phi qui est contenu dans Q. Et bon, du fait qu'on a ce sous-objet ici et du fait que bon, tout marche bien au niveau du quotient, etc. Et on sait que l'image va être contenue là-dedans, l'image de M, puisque M, ça correspond exactement à S. Donc on va pouvoir factoriser, au lieu d'avoir Q rond M, on va pouvoir avoir K composé avec Q', hein, donc on a un morphisme induit, si vous voulez, qui va de M dans S, bon, et qui vérifie cette condition. Il vérifie que Q composé avec M est égal à K composé avec Q', simplement parce que c'est un morphisme induit. Là où on n'a pas fini, on est loin d'avoir fini, c'est qu'on ne sait pas que Q', c'est un conoyau. Donc toute la difficulté, c'est de démontrer que Q' est un conoyau. Ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné. On sait qu'on a cette factorisation, mais on ne sait pas que Q' est un conoyau. Donc il faut démontrer que Q' c'est un épimorphisme normal. Et pour démontrer que Q' est un épimorphisme normal, à nouveau, je ne vais pas aller dans les détails parce que, je veux dire, on aurait la même objection qu'avant. Ce qu'il faut démontrer, c'est que la relation qui dit que deux éléments sont égaux par Q, ou par Q', c'est la même chose, hein, cette relation, elle correspond exactement à un conoyau. Donc la relation qui est ici, ça revient à dire qu'on prend le conoyau sur KRF, et la relation qui est ici, qui est celle qui est définie par Q, c'est le conoyau, mais c'est dans A, ce n'est pas dans KRF. Donc vous voyez la nuance entre ces deux relations d'équivalence, c'est que dans la première, on a une application G, mais dont le domaine, c'est le noyau de F, qui est un sous-truc de A. Et dans la deuxième, on a les H, mais les H sont définis sur A tout entier. Sinon, la condition, c'est la même. La condition, c'est la même, et la relation d'équivalence, c'est la même. Donc la difficulté qu'on a, c'est de prolonger un élément qui est dans KRF, une flèche qui va de KRF vers C, en une flèche qui va de A vers C. Alors, on utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on a suffisamment d'objets injectifs. Oups, ça c'est bizarre. Ben, j'y peux rien. Hein. Bon, je vais faire OK. Okay. Voilà, donc on a ça. Ça, il n'y a pas de difficulté. On a bien maintenant à démontrer
l'égalité entre ces deux relations d'équivalence. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez un G, si vous prenez un H qui est ici, ben, par restriction à ker F, ça va vous donner un G. Donc, donc tout H donne un G par restriction. Alors ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que si vous avez l'équivalence 1, ça implique l'équivalence 2. Pardon. Si vous avez l'équivalence 1, ça implique l'équivalence 2, puisque je prends mon H et puis je le restreins simplement à ker F. Donc ça va tout seul. Alors la difficulté, c'est de démontrer que si vous avez deux éléments qui ne sont pas équivalents au sens de 1, alors ils ne sont pas équivalents au sens de 2. Et donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut étendre le G qui est ici en un morphisme qui va de A vers un autre objet. Alors la première chose qu'on fait, c'est on remplace l'objet, le codomaine C, on le remplace par un objet injectif. On a vu que c'était toujours possible. Et ensuite, on prolonge G, donc on prolonge le G' qui est ici, qui va de ker F dans C', en un H qui va de A dans C'. Et bon, comme la restriction est la même, on a bien que H de B continue à être différent de H de B', et tout marche bien. Et il contient bien le noyau de départ. Donc vous voyez que c'est correct, ça marche bien. Il faut faire très très attention là, bien sûr, puisque c'est un axiome clé, mais on a bien donc tous les axiomes de Grandis. Donc là, on commence à être rassuré. Et maintenant, il vient la partie un peu relax, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on ouvre le livre et puis on regarde les différents théorèmes et comment on peut les utiliser. D'accord. Alors, il y a une première chose qui est très, très, très bien, c'est la notion de suite exacte courte. Alors, ça va jouer un rôle absolument central, cette notion de suite exacte courte, et ça n'est pas ce qu'on croit. Et ça, c'est une des grandes observations qu'a faite Marco Grandis, mais qui est aussi la même que dans la théorie de Quillen des catégories exactes. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne idée de regarder simplement les suites telles que 0 donne A, donne B, donne C, qui sont exactes, avec 0 donne A, donne B, donne C, donne 0. Si vous prenez ça, ce n'est pas la bonne notion de suite exacte courte. Dans une catégorie comme ça, il faut aussi supposer que les flèches, que les morphismes F et G sont exacts. Il faut aussi supposer ça. Bon. Alors bien sûr, dans une catégorie abélienne, tous les morphismes sont exacts, donc on n'a pas ce problème-là. Mais par exemple, la théorie de Quillen, elle est développée avec ça. On suppose toujours que les morphismes F et G sont exacts. Alors il se fait que c'est exactement équivalent, c'est la même chose, c'est un petit exo, que de dire que la flèche F, c'est un monomorphisme normal, donc c'est vraiment un sous-objet, je veux dire, sous-objet normal, et la flèche G, c'est un conoyau. Donc ça revient, c'est équivalent, ces deux conditions-là sont équivalentes. Ça vient de l'exactitude des morphismes. D'accord ? Donc ça, c'est une notion absolument centrale. Ça veut dire qu'on a une notion de suite exacte courte qui est très spécifique. Et je vous rappelle que justement dans la construction de Quillen, ce qu'on fait, c'est on choisit, dans la construction de Quillen, on choisit une classe de suite exacte courte. Ici, on les prendra toutes, donc on n'a pas ce besoin-là. Mais bon, c'est quand même un point crucial. Donc ce qui est important ici, c'est de savoir que F, c'est le noyau de G, et G, c'est le conoyau de F. Donc tout est déterminé complètement par ici. Okay. Voilà, donc c'est ça les suites exactes courtes. Alors maintenant, donc, on ouvre le bouquin et on regarde. Alors, dans le bouquin, par exemple, ce qui est démontré, dans le bouquin de Grandis, c'est que si on prend une catégorie qui est homologique, il en est de même de la catégorie des complexes de chaîne. Et on met dessus la structure ponctuelle. C'est-à-dire que pour un complexe de chaîne, on va dire qu'une suite est exacte lorsqu'à chaque niveau n, c'est une suite exacte, etc., etc., etc. Donc, toutes les notions précédentes vont s'appliquer. Et ça, c'est très sympa parce que ça veut dire que automatiquement, donc, les mêmes axiomes sont vrais pour la catégorie des complexes de chaîne. Et quand je parle de la catégorie des complexes de chaîne, ça peut être des complexes indexés par Z, indexés par les entiers, d'un côté ou de l'autre, etc. Donc il n'y a pas de difficulté. Et la structure, elle est, comme on dit, ponctuelle, c'est-à-dire qu'on ne regarde que ce qui se passe à chaque endroit. D'accord ? Donc on a une bonne catégorie de complexes de chaîne. Et maintenant, on peut définir l'homologie d'un complexe de chaîne. On n'aurait pas pu avant. Dans la catégorie B-mode et tout ça, on n'aurait absolument pas pu. Parce que maintenant, on a des quotients et on a des sous-quotients. Donc, on définit l'homologie d'un complexe de chaîne en prenant le noyau des opérateurs de bord,
en prenant l'image, mais c'est l'image au sens catégorique, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire c'est le noyau du conoyau, hein, donc c'est l'image au sens catégorique, et on définit l'homologie comme étant le conoyau de l'inclusion de Bn dans Zn. Bien sûr, là, vous pouvez prendre l'image ordinaire, puisque quand vous prenez le conoyau, ça vous donnera le même résultat. Donc voilà comment on définit l'homologie. Okay. Donc là, on tourne les pages du bouquin, hein, il n'y a pas de difficulté. Et maintenant, donc, on a un résultat général de Grandis, qui est un théorème 3.3.5, qui dit que si on part d'une suite exacte courte de complexes de chaînes, alors ça a un sens de parler de cette suite exacte courte, puisque c'est une catégorie homologique, donc la même discussion que celle que j'ai faite avant va s'appliquer ici. Et ça va vouloir dire qu'à chaque niveau, on a une suite exacte courte au sens précédent. Bon, alors là, donc, le théorème, il dit la chose suivante. Il dit qu'on en déduit une longue suite exacte, enfin une longue suite, après savoir si elle est exacte ou pas, il faut faire attention, mais qui est telle que quand on compose les termes consécutifs, ils sont nuls. Ce qui est important, c'est qu'on a un opérateur de bord, c'est-à-dire, bien sûr, de manière fonctorielle, quand vous avez une suite exacte courte de complexes, vous avez les morphismes évidents, et ce qui n'est pas évident, c'est les morphismes de bord. Donc, ce que dit Grandis, c'est qu'il construit les morphismes de bord, voilà, et ensuite, il a un critère qui dit que lorsque la différentielle du complexe qui est au milieu est exacte, est un morphisme exact, alors il en est de même pour la différentielle qui est ici. Et en plus, la suite est exacte là où il faut, quoi. Donc, bon, c'est drôlement agréable d'avoir ce théorème général parce que ça permet de dire que lorsqu'on fait des manipulations comme on les fait d'habitude en cohomologie des faisceaux, par exemple, on va pouvoir continuer à les faire. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Alors, il ne faut pas croire que les choses sont aussi simples qu'elles en ont l'air, parce qu'il y a une propriété qui est presque caractéristique des catégories abéliennes, et qui n'est pas vraie dans ce cas, et c'est pour ça qu'on doit faire attention au morphisme exact, et cette propriété, c'est ce qu'on appelle la modularité. Alors, qu'est-ce que c'est que la modularité? La modularité, c'est le fait que si vous prenez deux sous-objets, et vous prenez le plus petit sous-objet qui les contient, vous faites l'intersection avec un autre sous-objet, cette règle est valable pourvu que E soit contenu dans G. Alors, c'est un petit exo de démontrer que si vous prenez une catégorie abélienne, les sous-objets d'un objet vérifient cette modularité. Faites-le pour les groupes abéliens. À nouveau, je pourrais le faire, mais je veux dire, le faire, ça serait... bon, enfin, ce ne serait pas trop difficile. Mais en gros, si vous avez un élément qui est là-dedans, cet élément, dans des groupes abéliens, il s'écrit comme somme d'un élément de E et d'un élément de F. S'il est aussi dans G, ça veut dire que vous avez une équation du type x plus y égale z. Alors, comme vous pouvez utiliser le signe moins, vous faites passer de l'autre côté, ça va tout seul. Mais je vous signale quand même un autre exo à faire, c'est que cette égalité, elle n'a pas lieu pour les sous-espaces d'un espace de Hilbert. C'est-à-dire que si vous prenez les sous-espaces fermés d'un espace de Hilbert, c'est un exo de trouver un contre-exemple à cette modularité. Et la raison, c'est précisément que, en général, quand vous prenez deux sous-espaces dans un espace de Hilbert, ce n'est pas vrai que vous pouvez écrire tout élément du plus petit sous-espace contenant deux sous-espaces comme somme des deux éléments. Ce qui va se produire, c'est que si l'angle entre les deux sous-espaces, qui est un opérateur, a un spectre qui admet 0 comme point d'accumulation, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez l'écrire comme limite, mais ce n'est pas parce que vous pouvez l'écrire comme limite que vous pouvez encore faire l'opération de tout à l'heure. Donc c'est un petit exo de démontrer que si vous prenez les sous-espaces fermés du Hilbert, ça n'est pas modulaire. Donc on a cette même difficulté. Alors comment on démontre ça? Comment on démontre ça dans notre cas? Bon, ben, il faut faire un petit peu attention. On prend un exemple, on prend les sous-modules normaux, donc les sous-objets normaux, d'un module qui est le carré de... Enfin, le carré, c'est-à-dire l'image dans B mod S d'un ensemble totalement ordonné avec deux éléments non nuls. Et à ce moment-là, on fait le calcul des sous-objets normaux. C'est un calcul facile. Hein. Et on obtient toujours un lattice, mais dans ce cas-là, le lattice, il a la forme suivante. Et le fait qu'on ait cette configuration, ça empêche la modularité.
C'est pareil, je veux dire. Tous les raisonnements qui utiliseraient la modularité ne marchent pas. Il faut faire beaucoup plus attention. Et ça rend les choses infiniment délicates dans ce contexte-là. Bon, mais il faut qu'on se débrouille quand même. Alors, l'outil essentiel qu'on a, ce sont ces suites noyau-conoyau. Ce sont ces suites noyau-conoyau dans la catégorie homologique. Et donc, on considère maintenant ce qu'on va faire pour construire les foncteurs dérivés. C'est on va considérer cette catégorie des suites noyau-conoyau. Donc, si on a... Qu'est-ce que c'est qu'un morphisme d'une suite noyau-conoyau? C'est simplement un morphisme de complexes courts de l'un dans l'autre. Ça, on peut le voir comme un complexe, puisque le composé des deux, c'est nul. Et donc, un morphisme, c'est simplement des flèches qui rendent commutatifs ces diagrammes. Donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc, ce sont les morphismes dans cette catégorie. Et donc, on a une catégorie de telles suites exactes courtes. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on veut chercher à associer à toute suite de cette forme-là une longue suite exacte pour un foncteur, f. Alors, donc, il y a la notion de foncteur dérivé, il y a la notion de satellite gauche d'un foncteur exact à droite et de satellite droit pour un foncteur exact à gauche. Et nous, dans ce qui nous intéresse, on a envie de regarder, bien sûr, un foncteur de la forme homme. Donc, j'utilise homme, d'accord, homme d'un objet et d'une variable. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on regarde la cohomologie des faisceaux, on regarde les sections globales. Les sections globales, c'est exactement homme du faisceau constant vers le faisceau en question. Et la cohomologie, c'est les foncteurs dérivés de ça. Donc, on doit s'intéresser aux foncteurs homme et à ces foncteurs dérivés. Et on sait que les foncteurs dérivés, c'est les foncteurs xn. Voilà, donc c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a en tête, bien sûr. C'est ça qu'on a en tête. Mais bon, donc il faut arriver à travailler avec cette catégorie qui est quand même extrêmement délicate parce qu'elle ne vérifie pas la modularité. Alors, c'est là qu'il y a une idée vraiment très, très importante qui est l'idée des extensions de Kahn. Et naïvement, qu'est-ce qu'on aurait comme idée pour définir les foncteurs dérivés? On aurait l'idée qu'il faut utiliser une résolution injective. Et qu'il faudrait comparer des résolutions injectives. C'est ça qu'on ferait d'habitude. Ça ne marche pas. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile que ça. En particulier pour la comparaison des résolutions injectives. Et il y a une idée qui donne la notion, mais qui est beaucoup plus générale et beaucoup plus conceptuelle que les résolutions injectives. Et c'est cette idée-là donc, qui est développée dans le livre de Grandis. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on va considérer la catégorie suivante. On va considérer toutes les suites exactes courtes. Donc, ça, ce sont des suites exactes courtes. Donc, ça, c'est un monomorphisme normal. Et ça, c'est un épimorphisme normal. On va considérer toutes les suites possibles. On les met toutes dans un grand paquet. Donc, on les considère toutes. Et on les considère en plus avec un morphisme qui va vers l'objet auquel on est intéressé. OK? Donc, c'est ça qu'on prend. En gros, la différence avec ce qu'on ferait d'habitude, dans ce qu'on ferait d'habitude, on dirait oh, je vais mettre mon objet à la place de A', je vais prendre A injectif et puis je vais essayer de continuer à faire une résolution injective. Là, ce n'est pas ce qu'on fait. On regarde toutes les suites exactes courtes et on les doter d'un morphisme vers X. Alors, en notation catégorielle, ça, c'est la catégorie qui est en dessus ou en dessous, je ne me souviens plus, de l'objet X. En dessus, oui, parce qu'elle s'envoie sur X. Et elle s'envoie à travers la projection qui donne le premier élément dans la suite. Voilà. Bon. Quels sont les morphismes dans cette catégorie? Bon, ils sont définis abstraitement. Donc, les morphismes, c'est simplement un morphisme de suite exacte courte, mais qui est compatible avec la flèche qui va vers X. D'accord? Voilà. Donc, c'est grâce à cette construction-là qu'on va définir le foncteur dérivé. C'est grâce à cette construction-là qu'on va définir le foncteur dérivé. Mais il est très important de faire une remarque.
En fait, pendant longtemps, avec Katia, on n'avait pas de contre-exemple à ça. Mais en fait, il y a un Z là, comme on fait d'habitude. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas vrai que tout objet dans la catégorie soit un sous-objet normal d'un objet injectif. C'est vrai que c'est un sous-objet d'un objet injectif, ça on l'a utilisé 100 fois, mais ça n'est pas vrai que ça soit un sous-objet normal d'un objet injectif. Et en fait, ça suggère, un petit peu comme dans les espaces de Hilbert, ça suggère, si vous voulez, que l'objet n'est pas complet. Bon. Et alors, de ce fait-là, c'était effectivement très important de prendre un morphisme qui va et pas à l'identité. Si j'avais mis X ici, ça aurait imposé, lorsque A est injectif, que l'objet A', évidemment, c'est un sous-objet normal d'un objet injectif. Donc, ce point-là est très important. Alors, c'est un exo, mais c'est un exo qui est subtil parce que pour démontrer qu'on n'a pas un sous-objet normal d'un objet injectif, en fait, ce qu'on fait, c'est on utilise le fait que les objets finis, pour un objet fini, c'est équivalent d'être injectif et projectif. Et on utilise le fait que si on prend un objet de B modeste dont les points fixes sont B, donc c'est le plus petit possible, les points fixes, alors si E est projectif, en fait, il n'y a que deux possibilités. C'est que E soit égal à B ou E soit égal à SB, c'est-à-dire à deux copies de B. Donc en fait, il y a très peu de possibilités. Et ça implique ça que si on prend un objet fini qui est tel que ses points fixes c'est B à nouveau, eh bien, s'il est isomorphe à un sous-objet normal d'un objet injectif fini, de B modeste, alors on a E égale B ou E égale SB. Donc on voit que cet objet-là, il ne peut pas se plonger dans un objet injectif comme sous-objet normal. Bon. Alors on n'a pas encore vraiment réfléchi à comment définir un objet universel associé, mais ça, c'est pas grave. Donc en fait, voilà comment on construit la cohomologie, comment on construit le foncteur dérivé. Alors c'est vraiment une construction très astucieuse, ça remonte à Kahn, cette idée-là. Et ce qu'on fait, donc, c'est là, on définit la catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, on prend une petite catégorie, mais ça vous verrez que ce n'est pas important. Donc ça marche pour n'importe quelle petite sous-catégorie. Et ce qu'on fait, c'est on prend une colimite. Je reviendrai très vite sur ce que c'est que la définition des colimites, mais pour le moment, acceptons que c'est une généralisation de l'idée de limite inductive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un objet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que chaque fois qu'on ait une suite exacte courte, on ait une flèche de bord. Donc, or, cette flèche de bord, qu'est-ce qu'elle va donner? Cette flèche de bord, elle doit en fait aller dans le conoyau de cette application-là, puisque la suite doit être de composition nulle. Donc, ce qu'on cherche, c'est construire l'opérateur de bord. Alors, il faut forcément qu'on aille du conoyau de cette flèche-là vers ce truc-là qu'on ne connaît pas. Alors, comment on fait? On définit ce truc-là qu'on ne connaît pas comme étant la colimite des conoyaux. Donc, c'est extrêmement naturel. C'est extrêmement naturel. Hein, et c'est vraiment l'objet universel pour qu'à chaque suite exacte corresponde une suite exacte longue, enfin, le début d'une suite exacte longue. OK? Donc, c'est cette notion d'extension de Kahn. Et donc, on prend une colimite. Je reviendrai, comme je l'ai dit, sur ce que c'est que la colimite et on verra un petit peu en plus de détails. Mais ce qui compte, c'est que d'abord, ça définit un foncteur. Ce n'est pas évident que cette définition-là, qui est définie pour x comme ça, définisse un foncteur. Alors, la raison pour laquelle ça définit un foncteur, donc je vous rappelle que le x, il apparaissait ici. Donc, on regardait toutes les suites exactes courtes, les morphismes vers x, et on prenait une colimite. Donc, la fonctorialité, elle vient du fait que si vous avez une flèche qui va de x dans y, donc un morphisme dans la catégorie E, eh bien, on obtient un foncteur des petites catégories qui indicient la colimite. Et ce foncteur, il est donné comme ça, c'est-à-dire que si j'ai ici un objet de la catégorie, je peux lui associer un élément de l'autre catégorie, celle qui est au-dessus de y, simplement par composition. Alors ça donne un morphisme de la première catégorie vers la deuxième, et comme la colimite, si vous voulez une colimite, vous pouvez y penser comme un sup, si vous voulez. Donc un sup sur un sous-truc, c'est évidemment, ça s'envoie dans le sup sur le truc qui est plus grand. Donc on a bien une flèche qui va dans le bon sens. Donc ça va bien. Ça va bien, on a bien la fonctorialité.
Et maintenant, on a le morphisme de bord. Mais à nouveau, c'est tautologique quand on a le morphisme de bord. Pourquoi? Alors, c'est là que ce que vous faites, c'est, vous voyez, quand on écrit la longue suite exacte, qui est ici, là, l'objet A', c'est seulement l'objet A' qui apparaît. Donc, il est bien dans une suite exacte lui-même. Donc, on n'a pas le problème de tout à l'heure. Et on peut prendre l'identité comme objet comme objet de la catégorie, l'identité qui va de A' dans A'. Alors, si on prend l'identité qui va comme objet dans la catégorie, il correspond à un élément dans la colimite. Et c'est cet élément, c'est la flèche qui va vers la colimite qui vous donne l'opérateur de bord. Alors, après, c'est des petits exercices de routine, de vérifier que tout marche bien, etc. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a la construction de la cohomologie sans avoir à comparer des résolutions injectives ou des trucs comme ça. On a une définition abstraite. Après, le problème, bien sûr, c'est calculer. On paye toujours le prix lorsqu'on a construit comme ça une définition tautologique, c'est qu'après, il faut savoir calculer. Alors, c'est là qu'on verra bien sûr que ça va être très, très coton de pouvoir calculer. Mais maintenant, laissez-moi m'arrêter un temps sur les colimites. Donc, pourquoi je m'arrête sur les colimites? Parce que on est habitué aux limites inductives, mais les limites inductives, elles sont toujours filtrantes. Donc c'est très simple comme idée, et c'est très simple d'imaginer ce que c'est qu'une limite inductive. Bon, en gros, c'est une réunion, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout la même chose pour les colimites. Qu'est-ce que c'est qu'une colimite en général? C'est que vous avez une petite catégorie d'indices, je vais l'appeler J, et vous avez une autre catégorie, et ce que vous faites, c'est vous regardez dans l'autre catégorie, vous regardez un diagramme indexé par la première catégorie. Donc, c'est clair ce que ça signifie un foncteur covariant de la catégorie J vers la catégorie C, mais il faut y penser comme un diagramme. Mais ce diagramme, il n'est pas forcément filtrant, hein, bien entendu. Donc, il peut avoir toutes sortes de combinaisons. Et ce que l'on cherche à faire maintenant, c'est on cherche à envoyer tous les éléments de ce diagramme vers un élément unique. Donc on regarde des flèches FJ qui vont de chaque objet du diagramme, chaque objet G de J, vers un objet fixe, L. Bon. Alors, et bien sûr, il faut que ça soit compatible avec le diagramme, c'est-à-dire il faut que si je prends une flèche dans le diagramme, je vais l'appeler G de U, la composée de FJ avec G de U, ça me donne la flèche FI. Donc tout ça, c'est clair, hein, ce que ça veut dire. Alors, c'est L possible, il forme une catégorie. Et dans cette catégorie, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle un objet initial. C'est un objet universel, mais c'est un objet initial qu'on cherche ici, c'est-à-dire on cherche le plus petit objet, en gros, hein, c'est un objet initial qui vérifie, vers lequel tous s'envoient. Et bien sûr, si c'est un objet initial, ça voudrait dire que chaque fois que vous avez un autre objet vers lequel tout le diagramme s'envoie, ça va se factoriser à travers cet objet initial, bien sûr. Donc là, il s'agit d'un objet initial. Bon. Mais en fait, ce qui est important, c'est que pour calculer une telle colimite, il y a un cas simple qui se produit, il y a un cas assez simple qui se produit, mais qui n'a pas à voir avec un objet initial, mais qui a à voir avec un objet final. Vous voyez bien que si vous avez à prendre, par exemple, pensons en termes d'ordre et de sup, si vous avez à prendre le sup d'une famille, le sup d'une famille, c'est le plus petit élément qui est plus grand que tous les objets. Donc c'est un objet initial. Mais supposez que la famille dont vous voulez prendre le sup est un objet final. À ce moment-là, le sup, vous l'avez dans les mains. Donc ici, c'est exactement pareil, hein, au niveau des colimites. C'est-à-dire, vous avez le lemme suivant qui va jouer un rôle crucial. C'est supposer que, non pas la catégorie d'indices, ce serait trop simple si la catégorie d'indices avait un objet final. Là, il n'y aurait rien à dire. L'objet final, ce serait évidemment la colimite. Hein. Donc, mais ce n'est pas ça qui va se produire. On ne va pas supposer que l'ensemble des indices a un objet final. Ça ne sera jamais vérifié dans nos exemples. Ce qu'on va supposer, c'est que le diagramme correspondant a un objet final. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distinction entre diverses flèches qui vont vers cet objet va disparaître à travers le foncteur G. Hein? Donc ce qu'on va supposer, c'est que quand je prends mon diagramme, il peut y avoir un tas de flèches qui normalement vont vers l'objet en question, mais toutes ces flèches donnent le même résultat. Bon. Si toutes les flèches donnent le même résultat, on a gagné. On a quand même la colimite directement.
Et c'est exactement ça qui va se produire dans notre cas. Donc c'est ça qui va nous permettre de calculer. Donc je répète, hein, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a d'un côté le fait que la colimite est un objet initial, mais de l'autre côté, le fait qu'en fait, on n'a pas besoin d'un objet, ce n'est pas un objet initial qu'on cherche dans le diagramme, c'est un objet final dans le diagramme. OK. Bon, alors, donc là je mentionne un texte qui est un texte remarquable, très, très intéressant à lire. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que dans le cadre des catégories additives, on devrait pouvoir utiliser dans les deux sens la relation avec les catégories exactes de Cullen. D'abord, au sens où la construction que j'ai mentionnée avant, précisément, elle utilise les suites noyau-conoyau exactement de la même manière. Mais inversement, ce que je voudrais dire, c'est que, et ça, ce n'est pas fait dans le bouquin de Grandis, c'est que une des constructions essentielles dans la théorie de Cullen, c'est la construction, étant donné une catégorie qui vérifie toutes ses propriétés, de la catégorie algébrique et la construction de Cullen, QC. Et cette construction, elle consiste à faire la chose suivante, elle consiste à restreindre les morphismes d'un objet A dans un objet B, comme étant non pas tous les morphismes comme dans la catégorie ici, mais comme étant des correspondances où on a un conoyau ici et un noyau ici. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que ça revient à écrire A comme un sous-quotient de B. Et ce que fait Cullen, après, il définit la composition de ces objets, il en déduit une catégorie QC, il prend le nerf de cette catégorie, il prend le nerf de la catégorie QC, et il prend son homotopie, et c'est les groupes d'homotopie de la catégorie QC qui donnent la catégorie algébrique. Et alors, il y a vraiment un travail à faire très intéressant, qui serait d'adapter la construction de Cullen au cas de ce que fait Grandis dans son bouquin. Et dans le cas particulier qui nous intéresse, il faudrait aller un peu plus loin, parce qu'on sait que ce n'est pas l'homotopie qu'il faut prendre, parce que l'homotopie, c'est quelque chose où on obtient toujours des groupes abéliens et ce n'est pas bon. Et en fait, bon, ça, j'en parlerai pas, mais il y a une notion d'homotopie orientée qui a été développée par Krishnan, qui est à Columbus, qui est quelqu'un qui travaille sur l'homotopie, etc., et qui permet justement d'avoir la bonne notion d'homotopie orientée pour ce genre d'objet. Donc là, il y a un travail tout à fait intéressant à faire. Alors maintenant, on en vient à une condition centrale, et puis après, je ferai la pause. Donc cette condition centrale, c'est la condition qui va nous permettre de calculer. Elle est explicitée dans le livre de Grandis. Et cette condition, ça va être exactement la condition qui va nous permettre de dire qu'un certain objet va être un objet final dans le diagramme. Pas dans la catégorie d'indice, mais dans le diagramme. Et si on a un objet final dans les diagrammes, on va pouvoir calculer la colimite comme étant cet objet-là. Donc ça va être, bien sûr, ça va faire toute la différence si on a un objet final dans les diagrammes. Alors, pour avoir un objet final dans les diagrammes, l'idée donc de Grandis, c'est de considérer ici un objet, une suite exacte courte, mais avec l'objet J étant injectif. Donc là, je suppose que J est injectif. Alors, comme J est injectif, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que chaque fois que je regarde un objet de la catégorie, du diagramme plutôt, un objet de la catégorie, pardon. Donc chaque fois que je prends un objet de la catégorie, donc un objet de la catégorie, je vous rappelle, c'est une suite exacte courte qui s'envoie vers J' ici, donc J' c'est l'élément initial ici, eh bien on prétend d'abord qu'on va pouvoir construire un morphisme vers cet objet-là, vers l'objet J. Bon. Alors, ça, ce n'est pas du tout dire qu'on a un objet final dans la catégorie, parce qu'on peut avoir un tas de flèches qui vont vers le même objet. Ça veut dire qu'on a un objet qui est, qui est faiblement final. C'est ça la terminologie qu'on utilise. Donc on va avoir un objet qui est faiblement final. Le fait qu'on ait un objet faiblement final, ça va permettre de se débarrasser de l'hypothèse qu'on a une petite catégorie. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on supposait qu'on avait une petite catégorie, c'était pour prendre une colimite. On était obligé d'avoir une petite catégorie, parce que sinon on n'est plus dans les ensembles. Mais si on a un objet qui est faiblement final,
on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout élément dans la colimite, il va être équivalent à un élément qui est obtenu comme ça. Donc ça permet, c'est très heureux parce que ça permet de se débarrasser de cette hypothèse. Alors comment est-ce qu'on construit ce morphisme? Ben, vous voyez, l'objet J, il est injectif, par hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce qu'on est donné, c'est le morphisme de C' vers J'. Mais je peux le composer avec alpha'. Donc je peux regarder alpha' composé avec V. Alpha' composé avec V, c'est un morphisme qui va de C' dans J. Mais J est un objet injectif. Comme J est un objet injectif, je peux prolonger ce morphisme à C, puisque J est injectif. Une fois que j'ai prolongé ce morphisme à C, il faut que je complète le diagramme qui est ici. Mais il va se compléter de manière automatique, parce que si je regarde W composé avec C', son noyau, il va contenir ce qu'il faut. Il va contenir l'image de C'. Et donc, en fait, on va avoir la factorisation ici, simplement par, je ne sais pas comment on dit en français, le diagramme chasing. Chasser les diagrammes. Bon, je ne sais pas trop. Comment? Il revient au galop. Donc, pour ça, je m'en garderai bien. Je ne m'y risquerai pas. Bon, donc en utilisant l'injectivité de J, on va pouvoir compléter ce diagramme. Et ça va suffire à démontrer qu'on a un objet qui est faiblement final. Mais ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout parce qu'on a un foncteur maintenant. Et quand j'ai fait cette extension de alpha' composé avec V en un W, qui est ici, il pourrait y avoir des dizaines d'extensions différentes, et c'est ce qui se produira dans la catégorie d'indices. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le foncteur f, il efface les différences entre ces différents choix, et c'est ce qu'on verra qui va se passer. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile, et c'est ça la propriété A de Gandis, la condition A, si vous voulez, de Gandis. Donc en général, l'extension W n'est bien sûr pas unique, et pour obtenir un objet final dans le diagramme, ce qu'on doit démontrer, c'est que le foncteur, il efface dans le conoyau de f de c secondes, donc dans la flèche qui va du conoyau de f de c secondes vers le conoyau de f de alpha seconde, il efface la différence entre les différents relevés. C'est-à-dire que, en fait, bon, l'action, elle ne dépend que de W secondes, c'est-à-dire l'action sur le quotient, mais il faut que l'action de W seconde 1 soit égale à l'action de W seconde 2, quels que soient les choix des relevés qu'on fait pour le foncteur f. Voilà, donc c'est là qu'on va en être. Et donc je vais faire la pause. Mais je veux dire, là, c'est là qu'on se heurte, c'est là finalement que par la fenêtre revient le problème de la non-unicité de la résolution injective, hein, des comparaisons des différentes résolutions injectives, ça revient par là d'une certaine manière. Bon, mais au moins ça revient de manière parfaitement conceptuelle. Alors, bon, donc ce qu'on va faire dans la deuxième heure, c'est on va voir une méthode générale pour résoudre ce problème, et on va le résoudre dans l'exemple le plus important qui nous concerne, c'est-à-dire la diagonale. D'accord, donc là je vais faire la pause, on fait une pause de 10 minutes, c'est bon.